Bonjour à tous, bonjour Arnaud. Salut Mathieu. Écoute, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Nouveau podcast Cargo Family. Donc aujourd'hui, on reçoit Arnaud, qui est le CEO fondateur de Nabu. Donc bienvenue en tout cas ce matin. Ouais, bah merci, merci pour l'invitation. Je vais rapidement te laisser la parole. Je voulais juste vous rappeler donc le podcast Cargo Family. On met en avant un secteur transport et logistique. On donne la parole aux acteurs qui innovent, qui nous partagent leurs aventures et qui nous partagent vraiment leur expérience. Donc restez connectés. Aujourd'hui, je pense qu'on va parler digitalisation, documents, on va parler douane. Voilà, on fait confiance à Arnaud là pour nous emmener dans son aventure. Donc première question que j'ai l'habitude de poser, Arnaud, est-ce que tu peux nous résumer quelle est effectivement l'activité de Nabu? Exactement. Bah, alors Nabu, c'est un assistant virtuel pour les déclarations douanières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on part du constat que les déclarants en douane, c'est des experts comptables. C'est des gens qui ont une expertise qui est assez rare, hein. On sait, c'est compliqué de les trouver. Il y a peu de gens qui maîtrisent ces sujets-là. Mais en fait, ils n'ont pas un métier d'expert comptable. Ils ont principalement un métier de comptable. C'est-à-dire que ils vont aller récupérer les justificatifs, ils impriment des papiers, ils se font leurs calculs sur Excel, ils saisissent plein de choses. Et on laisse peu de temps souvent pour l'expertise, pour le conseil aux clients, pour toutes les parties les plus intéressantes. Et nous, notre rôle, c'est de créer, grâce à l'IA, grâce vraiment à des technologies de pointe, un assistant qui n'existait pas avant, un assistant qu'ils n'auraient pas forcément pu payer avant, et qui va leur permettre de générer des dossiers directement dans leur logiciel douanier, et ce qui, eux, va leur permettre de vraiment se concentrer sur l'expertise, le contrôle et le conseil. Ok. Écoute, tu vois, c'est hyper intéressant parce que en général, je creuse pas trop l'histoire justement de la société pour le découvrir en live avec vous. Et je savais pas qu'il y avait cette notion d'IA qui, moi, je sais pas si tu as pu regarder les podcasts précédents. Je suis vraiment hyper intéressé de tout ce qui est l'intégration de l'IA dans notre secteur. Donc là, vraiment, je veux que tu nous racontes exactement comment ça se passe. Euh, donc avant ça, pareille question pour tous les invités. Comment est-ce que toi, tu arrives dans le transport et logistique et la douane? Comment est-ce que tu mets ce pied dedans? Est-ce que c'est par hasard ou est-ce que c'est une passion? Enfin, comment tu arrives dans notre secteur? Bah, c'est les deux, c'est pas par hasard et par passion après. Mais ah non, moi de base, je viens du développement, je vendais des sites internet et j'avais monté une boîte pour vendre des sites internet, j'adorais ça. Et on m'avait offert la biographie du fondateur de Glencore, qui est un très grand négociant en matières premières genevois, une des plus grosses boîtes du monde, qui s'appelle Mark Rich. Et après avoir lu le bouquin, je me suis dit, en fait, c'est incroyable le commerce international et le négoce de matières premières. J'habitais en Angleterre à l'époque, j'ai déménagé à Londres parce que j'étais à Manchester. Et j'ai trouvé un job là-bas. Les gars sont pas regardants sur l'expérience, c'est Londres, quoi. On peut aller travailler un peu n'importe où. Et en fait, vraiment, ça a été par passion pour ce métier-là, en me disant, c'est exactement ce que je veux faire. Et passion finalement qui a été assez courte parce que c'est là où j'ai réalisé que dans le négoce de matières premières, en fait, on voit jamais la cargaison. On fait que de l'administratif. Il y a énormément de paperasse. Et en fait, j'ai vu vraiment le côté moins connu du commerce international. C'est vraiment ce côté où on ne fait que gérer de la documentation principalement. On va déposer des formalités. Et ce qui m'a vraiment, c'était la désillusion à ce moment-là. J'ai fini par rentrer en France et au fur et à mesure du temps, à force de réfléchir à ça et du dégoût que j'avais eu pour ce que j'avais vu là-bas, l'idée a germé de se dire, bah, on va faire quelque chose pour éviter l'administratif dans le commerce international. Donc finalement, de passion en passion, on finit par revenir sur ce qu'on a essayé de supprimer ou qu'on n'avait pas aimé. Écoute, c'est intéressant. J'aime bien rebondir un peu sur ce que ce que vous me racontez, pardon. C'est que, en fait, tu as vraiment le syndrome entrepreneur. C'est que tu es à un poste, tu vois qu'il y a un souci, un problème. Là, apparemment, c'était quoi? Trop de documents, c'est ça? Beaucoup, Ouais, beaucoup de documents papier. Et en fait, dès que tu reviens, tu dis, bon, est-ce qu'il y a une solution qui existe? Bon, je pense que tu l'as pas forcément trouvée. Ok, bah si elle n'existe pas, je vais mettre en place. Et c'est vraiment quelque chose que je retrouve chez beaucoup d'invités qui ont créé leur boîte. C'est cette capacité à, ok, j'ai besoin de ça, et ben je vais le créer moi-même. Donc j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. ouais, alors c'est pas aussi marrant que ça, c'était pas aussi rapide, hein. C'est-à-dire d'abord je suis rentré en me disant OK, commerce international, c'est pas pour moi. Je suis allé bosser dans un truc, j'ai remonté un truc dans les sites internet. C'était, je pense, 2 ans après où je me suis dit en fait le reste m'intéresse pas. J'ai vraiment envie de faire du commerce international. Mais par flemmardise un peu, il faut que je trouve un moyen de faire que la partie intéressante. C'est-à-dire, moi, je veux être au téléphone avec la Chine, le Brésil, je veux acheter et vendre des trucs. Il faut que quelqu'un d'autre s'occupe de cette partie administrative qui est obligatoire, qui est importante, je le conçois, mais que j'avais pas envie de faire. Et puis de fil en aiguille, en remarquant qu'en fait c'était impossible, l'idée est venue de se dire, bah, si on l'automatise,
Du coup, on la garde, elle est toujours là. On comprend bien les intérêts, l'intérêt de la douane, du trade finance, des choses comme ça. Mais c'est le fait que ce soit aussi manuel, en fait, qui rend la chose complexe. Si on la rend invisible, bah, du coup, plus personne n'aura à le faire et tout le monde se concentrera sur la partie la plus intéressante du commerce international. Mais c'est pas venu tout de suite. D'accord. Et donc là, en tout cas, rapidement, tu as cette idée, en tout cas. Hem, Comment est-ce que tu mets en place, est-ce que pour l'instant, c'est qu'une idée qui mûrit et puis tu continues à travailler en CDI? Ou est-ce que tu lances tout de suite le projet? Comment ça arrive un petit peu ce projet Nabu finalement? Non, non, j'étais employé à ce moment-là, je travaillais dans l'immobilier, et le projet vraiment a commencé à mûrir à ce moment-là, donc j'y passais quand même du temps. J'ai vraiment essayé de suivre un petit peu tout ce qu'on conseille pour les bonnes startups, parce qu'avant je vendais des sites internet, c'est pas vraiment une startup, mais c'est-à-dire vraiment commencer à mettre en place un vrai business model, commencer à comprendre qui sont les personnes qu'on va cibler, c'est quoi vraiment la douleur qu'on va résoudre, c'est quoi la solution, vraiment les avantages, qu'est-ce qu'on doit mettre en avant, etc. Essayer d'avoir un petit peu cette map de ce qui va être important, comprendre aussi par ça si on a un business ou non. Et ça a pris quand même plusieurs mois avant que je décide de démissionner pour me mettre là-dessus. Et quand j'ai démissionné, j'ai quand même encore pris par contre plusieurs mois pour faire vraiment une étude de marché à grande échelle grâce à LinkedIn. LinkedIn, c'est merveilleux pour ça parce qu'on peut contacter des gens partout dans le monde en connaissant exactement leur job. Et où vraiment j'avais fait tout un questionnaire Google Forms et l'objectif, c'était de valider qu'il y avait bel et bien un besoin par rapport à ça, que si on sortait une solution, les gens seraient intéressés et qu'ils seraient prêts à payer pour. Ça reste qu'un Google Form, tout le monde dit oui, mais je veux dire, c'est pas pour ça qu'ils vont payer réellement. Mais si les gens répondent non, c'est quand même mauvais signe. Donc, une fois que j'avais pu valider ça, moi, ça m'a permis vraiment de lancer la boîte en étant moi-même serein et en ayant un peu cette première preuve d'autorité quand je vais aller voir un incubateur, quand je vais voir un investisseur, quand je vais voir une banque, de dire écoutez, les gars, on a fait un grand questionnaire, on a eu plus de 500 Mmh. réponses de gens qui sont de tous postes dans tous les pays du monde. Voilà la répartition des pays et des typologies de postes dans le commerce international. Il y a un problème, les gens attendent une solution et ils sont en tout cas prêts sur le papier à payer. Et ça permet de légitimer le fait que, pour moi et pour les autres, qu'il fallait faire quelque chose. Ah, tu sais, c'est hyper intéressant parce que on entend beaucoup, un peu tout ça et son contraire sur LinkedIn. Il y a beaucoup de personnes qui lui disent: «Lancez-vous tout de suite, il y a pas besoin d'études de marché, faut tester sa solution». Et j'aime bien la manière dont on t'a amené un petit peu la création de la société. Tu as fait l'inverse de ce que préconisent ces gens-là. Tu t'es dit: «OK, je vais faire une étude de marché, je vais voir quand même si ça intéresse». Tu as raison, est-ce qu'ils vont payer? On verra après. Et est-ce qu'il y a un marché? Et tu vois, se dire que ça rassure les investisseurs, ça montre que finalement, ces tests marché, même si tu avais pas encore la solution, ça peut être une bonne chose avant de se lancer. Bah, dans tous les cas, je pense que ça l'est. C'est-à-dire que la plupart des produits qui vont se faire quand on crée une startup, c'est des produits informatiques. À moins d'être un bon dev, on peut pas démarrer en faisant un produit informatique parce que si on sait pas le faire soi-même, ça veut dire qu'il faut sortir de l'argent pour aller payer quelqu'un pour le faire. Mmh. Démarrer une boîte comme ça alors qu'on sait même pas vraiment si quelqu'un va l'acheter. Disons que pour un dev, évidemment, on peut conseiller de se lancer tout de suite parce qu'il suffit de faire quelques week-ends et quelques nuits blanches dessus. On a un produit, autant le tester directement, c'est beaucoup mieux. Mais pour toute personne qui peut pas le faire, Mmh. sortir de l'argent avant d'être sûr qu'il y a vraiment quelqu'un qui serait potentiellement intéressé, c'est peut-être mettre la charrue avant les bœufs, quoi. OK. Non, mais c'est hyper concret. Enfin, moi, je valide de ce côté-là. Tu dis que j'ai lancé deux trois boîtes ces dernières années et c'est vrai que c'est quand même plus simple quand tu sais qu'il y a un marché. Tu avances un peu plus sereinement. Alors, on n'avance jamais sereinement, on est d'accord, on est toujours dans le challenge. Tu vois, même avec Cargo Family, on est encore dans le challenge. Mais oui, quand tu sais que la base est solide et que les gens ont un besoin, que les clients ont un besoin, c'est quand même intéressant. Donc là, OK, là, tu as ton étude de marché. Tu vas tout de suite voir des investisseurs. C'est quoi l'idée? Tu as besoin quand même un peu de fonds pour lancer le projet? C'est du gros développement? Il y a du gros développement, hein. Moi, les capacités que j'avais pour développer des sites internet me servaient vraiment à rien du tout là-dedans. Je l'ai vu assez vite, donc d'où le fait que j'ai d'abord fait mon étude de marché. Les invests, en vrai, de toute façon, quand tu montes un projet et que c'est ta première vraie startup, tu sais même pas comment les aborder, tu sais même pas quoi dire, tu sais pas où les trouver, donc tu vas pas vraiment voir des invests. Donc quand je suis allé voir des amis et de la famille en leur disant: «Les gars, j'ai une super idée», et il y en a quelques-uns, les irréductibles, les fous furieux qui ont accepté de mettre un ticket dedans, ce qui m'a permis d'avoir la mise de départ. Et puis après, j'ai pris un gars qui m'avait conseillé un peu, donc tu vas chercher, bourse French Tech à la BPI. Moi, j'habite à Strasbourg, donc tu as les bourses de la région. Comme toute région qui a pas beaucoup de startups, ils essaient de mettre beaucoup d'argent sur la table pour faire venir les gens ou émerger des projets. Donc du coup, j'avais réussi quand même à réunir la somme pour qu'on commence les développements bien. Et du coup, on a pu démarrer ça grâce à cette première fausse levée de fonds.
Ouais, bah, oui, c'est ce qu'ils appellent. Moi, je découvre un peu aussi tout cet écosystème. Tu sais, nous, dans le transport, pendant longtemps, moi, on était un peu à Roissy entre nous. C'est ce qu'ils appellent la love money. C'est les proches qui t'aident à lancer. Bon, après, quand ça fonctionne, c'est eux qui sont là au début. Donc, l'idée, c'est que ça Ouais, c'est ça. Bah, ça vient porte aussi. bien son nom, Love Money, parce que c'est de l'argent où c'est un peu stupide de l'investir. C'est-à-dire, c'est vraiment de l'argent qu'on investit par amour. C'est pas basé sur quelque chose de réellement concret. C'est purement par sympathie qu'on le fait, parce que logiquement, on devrait pas le faire. Donc, ça porte bien son nom, la Love Money. Ouais, je pense que ça fait plaisir d'aider aussi les proches. Moi, Bien je sûr, l'ai ouais. fait. Je l'ai fait aussi sur un ami. C'est un peu, voilà, on donne un peu de force. Et puis, bon, si tu réussis, on prend quand même le cash, d'accord? Ouais, c'est ça, ouais. C'est un C'est peu c'est pour ça. c'est pour ça que Love Money, ça correspond hyper bien. C'est l'argent de l'amour. Bon, et en tout cas, petite parenthèse, tu sais, moi, je suis ravi de voir qu'il y a des entrepreneurs comme toi qui viennent dans notre secteur transport, logistique, douane et qui innovent en fait. Alors peut-être qu'avant j'étais employé, moi j'étais en CDI pendant 15 ans, donc c'était super, hein, des super années. Et c'est vrai que depuis que je suis à mon compte et que je rencontre des gens comme toi, bah, je vois que vous êtes de plus en plus à venir proposer des solutions et c'est top parce que on a un secteur dynamique qui a besoin d'évoluer. Et en fait, on ne peut pas évoluer si on n'a pas des nouveaux systèmes, si on n'a pas de la digitalisation qui accompagne ces équipes. Donc, tu vas nous raconter plus en détail ce que vous proposez. Mais merci les gars d'être là, que ce soit Nabu, Custom Bridge, Agent Astra, enfin tous ceux qui sont passés, puis il y en a d'autres. Je pense que vous amenez vraiment quelque chose au secteur. Donc, euh, Ah, donc bah, ça, c'est top. c'est sympa, on est ravis de venir. Et puis je pense qu'en effet, le fait de venir sans forcément tous les a priori de quelqu'un qui a fait toute sa carrière dedans, ça permet d'amener les choses nouvelles. Tu cites Custom Bridge, Loïc, lui vient du développement aussi à la base. Hein, il était pas du tout de la tech. Stracker que tu connais aussi, Augustin, vient pas du tout de ça non plus. Agent Astra, c'est pareil. Et justement, je pense que c'est ça qui permet d'avoir beaucoup de nouveautés. C'est que tant qu'on reste trop dans le secteur, finalement, tout le monde va un petit peu partager des idées similaires. Alors que quand on vient ramener des idées qui viennent d'autres choses, des choses qui ont été faites dans un secteur qui est même pas vraiment analogique, mais en fait, ça ramène vraiment quelque chose de nouveau et c'est ça qui permet d'avoir un renouveau avec des choses qui auraient potentiellement pas été faites juste en restant sur des gens qui connaissaient par cœur le secteur. Écoute, moi, je suis 100% aligné et j'aime bien ce petit mix entre des personnes qui viennent d'un secteur tech ou autre et des secteurs du transport, des gens du secteur. Et je sais que chez toi, c'est le cas parce que j'ai croisé au SITL Fabien, je crois qu'il est ton responsable douane, peut-être qu'il a évolué depuis, je sais pas. Et Fabien, c'est un ancien, on a bossé ensemble pendant des années. Et donc, si j'ai bien compris, et c'est pareil chez Stracker, et il a des mecs qui sont des anciens du transport et puis des mecs qui viennent de la tech. Et je trouve que ce mélange, il est hyper bien parce qu'il y a vous amenez des nouvelles idées et puis tu as les anciens qui sont là, qui connaissent le métier. Et ça amène des choses vraiment bien. Et tu vois, moi, je suis aussi le premier à copier le podcast. Bah, c'est les mecs du marketing qui faisaient ça, de la communication, des mecs comme Hugo Benz ou d'autres qui font ça. Et je me suis dit, pourquoi on ferait pas la même? C'est top ce qu'ils font. Bah, venez, on le fait dans le transport. Et avec moi qui connais le métier. Donc voilà, j'aime bien ce petit mix. Donc juste, bah, bravo les gars, je vous l'ai déjà dit, je crois, mais c'est top. Merci. Bon. Donc là, tu as l'idée. Je reviens sur le fil rouge. Hein, tu sais, on aime bien partir dans tous les sens tant que ça reste dans l'idée. Donc là, tu as l'idée, tu as les fonds. Tu lances le projet, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a du développement avant de lancer avant que ça puisse être mis en marche? Est-ce que t'embauches des gens? Comment tu crées vraiment la société? Ouais, bah, ça se passe toujours mal au début. Je connais peu de boîtes où ça s'est super bien passé. Euh, Alors nous, au démarrage, avant de monter l'équipe, j'ai d'abord commencé à travailler avec une boîte qui fait du développement, hein, donc ça s'appelle une ESN. Les entreprises qu'on paye à la journée et les gars font du développement. Du coup, ça coûte super cher. Mais on se rassure un peu en se disant que si je devais recruter une personne, elle pourrait pas être forte dans tout. Si on prend une ESN, pour chacune des tâches qu'il y aura à faire, ils vont pouvoir mettre quelqu'un de pertinent et avec de l'expérience sur la tâche en question. Ce qui dans les faits n'est pas toujours vrai d'ailleurs, donc c'est parfois un petit peu décevant. On a commencé du coup à développer comme ça, et assez rapidement, on a fait le choix d'internaliser parce que c'est vrai que quand on est sur des problématiques complexes, et typiquement le commerce international, la douane sont des problématiques qui sont complexes, il faut quand même des gens qui aient un peu la volonté de comprendre ce qui se passe, quels sont vraiment les besoins des utilisateurs, et ce qui n'est pas le cas en fait dans une SN parce qu'on n'est qu'un client parmi tant d'autres. La journée va être fragmentée entre trois quatre clients, donc il y a 2 heures le matin pour Naboo, il y a 2 heures l'après-midi pour truc. C'est pas pareil. Les gens, il faut qu'ils dorment douane, il faut qu'ils mangent douane, qu'ils respirent douane si on veut qu'ils aient des bonnes idées et qu'ils fassent quelque chose où vraiment les gens vont aimer utiliser le produit. On peut pas faire ça avec quelqu'un qui connaît rien et qui en fait ne verra même pas, ne parlera même pas avec les utilisateurs. Ok. Donc on a fait assez rapidement quand même le choix d'internaliser.
Et quand je dis rapidement, c'est quand même venu un peu après, mais J'ai une question, Arnaud, oui. juste, excuse-moi de te couper. Est-ce qu'au début, tout de suite, c'est, l'idée Nabu, la première, parce qu'elle a peut-être évolué, ça tu vas nous raconter. C'est tout de suite vraiment réduire la documentation pour la douane ou c'était vraiment pour, l'ensemble de l'import-export? C'était quoi la première idée, en fait? Alors non, en fait, l'idée, elle a évolué 2 fois. C'est-à-dire au début, c'était pas du tout de la douane. Le but a toujours été de faire des choses sur les formalités, avec les documents d'accompagnement des marchandises. Donc tu as toujours ta petite liasse documentaire. Sur la douane, il y a encore assez de chance parce qu'il y en a pas tellement non plus. Généralement, ta facture, packing et cetera. Mais en soi, il y a des transactions comme la première sur laquelle on est allé, qui était un truc que je faisais beaucoup à Londres, au-delà de la douane, qui était du trade finance, trade and export finance, donc des crédits documentaires. C'est un truc très spécifique. Mmh Pour ceux qui mh. ne connaissent pas, c'est super chiant. Et Ouais. en fait, tu vas vraiment prendre la totalité de la liasse documentaire. Tu dois analyser chacun des points de données, chaque information, même si elle est redondante sur plusieurs documents. Il faut bien s'assurer qu'elle ne soit pas en contradiction avec un autre document. Enfin, c'est vraiment, extrêmement long à faire, assez complexe. Et puis l'idée de base, ça a toujours été en fait de, tu uploads les documents, d'accompagnement sur la plateforme et nous on fait notre tambouille, on va extraire les données, on peut récupérer des données de base de données et cetera. On met de la réglementation dedans et en fait on va utiliser la connaissance, de la plateforme et son expertise pour venir aller, contrôler est-ce que ça va être conforme avec telle réglementation et cetera. De l'aide à la décision réellement. Et la première idée du coup était vraiment axée sur le trade finance parce que moi je faisais surtout trade and export finance et un petit peu de douane quand j'étais en Angleterre. Et du coup, là, les cibles, c'est plutôt les exportateurs qui vont faire ce type de moyens de paiement et les banques qui font du financement du commerce international. C'était bien, hein, tout le monde adorait le principe si ça marchait, mais en fait, c'est vrai que d'un point de vue technique, c'était super complexe. Donc, on s'est dit, on va simplifier un peu. On a fait un premier pivot peut-être 2 ans après. OK. C'était On avait quelle année ça? Juste pour qu'on voit un petit peu l'année à peu près? Là, on a travaillé, entre, on va dire 2019, jusqu'au Covid à peu près, on va dire mi-2020, fin 2020. On a travaillé là-dessus avec, 4-5 banques et 2 gros exportateurs. Et puis on s'est dit: «Bon, en fait, il faut qu'on change, il faut qu'on pivote à un moment parce que c'est vrai que, là, ça va pas bien marcher, puis le marché est un peu petit et cetera, donc on veut Mmh. pas». Donc là, on s'est dit, un petit peu comme Agent Astra d'ailleurs, aujourd'hui, mais on va faire un truc beaucoup plus généraliste. Et en fait, c'est plutôt, bah, nous, vous nous confiez les données, que vous avez qui sont brutes, on les structure et puis on les envoie dans ce que vous voulez, pour faire différentes tâches. Donc là, ça pouvait vraiment aller de la gestion d'entrepôt à la gestion de transport, aux assurances pour le cargo et cetera. Enfin vraiment, toute personne qui a besoin de données, mais qui arrive dans un format qui est trop brut, nous, on s'occupe de les mettre de façon structurée autre part. OK. Juste Et pour éclaircir, est-ce que alors tu me dis vraiment si j'ai bien compris, ça veut dire qu'en gros, je reçois des documents, quels qu'ils soient et avec Nabu, ils sont quoi? Ils sont intégrés dans le système? Est-ce que c'est un peu ça l'idée ou? exactement, c'était ça, mais alors quel qu'il soit, vraiment tant que c'est, par rapport à du commerce international, des documents OK. d'accompagnement, donc on pouvait pas non plus aller extraire un billet de train, c'est pas le but, hein. C'était vraiment les documents d'accompagnement avec, on avait une liste de documents qu'on pouvait traiter et hem et donc là, on faisait quelque chose de plus généraliste et alors c'est intéressant parce que c'est vrai que du coup, on peut parler avec, pas mal de boîtes. Mais en fait, il y avait, quelque chose qui nous manquait, et qui était quand même la base, quelque chose qui me manquait beaucoup, c'est le côté réglementaire. Moi, j'aime bien justement quand il y a beaucoup de complexité, à la fois parce que, bah, c'est là où ça va être le plus difficile, pour les entreprises de devoir faire quelque chose et parce qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée et ça, j'aime bien. Et du coup, en fait, il manquait un petit peu ce côté réglementaire qu'il y avait dans le trade and export finance, mais qu'on n'avait plus dans le côté généraliste. Mmh. Et puis c'est comme ça qu'en fait, à choisir, je me disais: «Bon, la 2e chose que je faisais de façon très minime en Angleterre, c'était de vérifier les docs pour la douane». Heu et puis de manière générale, quasiment toutes les boîtes qu'on voit, quand on leur dit, «Si vous avez pas de problème avec les crédits documentaires, c'est quoi?» Tout le monde nous disait la douane. Donc on se dit: Mmh «Bon, mh. la douane, Mmh. ça a l'air bien, ça a l'air beaucoup plus gros». Et puis là, de fil en aiguille, on a creusé un petit peu et puis c'était, un pivot assez logique. C'est-à-dire, ça réutilisait vraiment la base des technologies qu'on avait déjà développées. Ça reprenait un côté réglementaire et contrôle qu'on avait déjà développé pour, le trade finance et l'export finance. Mmh mh. Où on a vraiment une analyse des données qu'on va extraire, une analyse des données qu'on va aller trouver, heu, pour s'assurer que c'est bien conforme avec de la réglementation et ça cochait toutes les cases finalement de ce qu'on voulait faire
Et en même temps, période de gros changements. L'Europe qui se digitalisait, le code des douanes de l'Union qui est mis en application, je veux dire énormément de choses qui étaient en train d'arriver, donc un secteur en pleine transformation, Mm, mm, un besoin de digital. Les clients aujourd'hui, les chargeurs veulent que ce soit moins cher, que ça aille plus vite, que ce soit plus transparent, ils veulent des plateformes avec le tracking. mm, Et en face, bah, les déclarants et les RDE, ils savent pas quoi faire parce que ça peut pas être moins cher, ça peut pas être vraiment plus rapide. Ils sont déjà à la limite pour beaucoup. Donc sans digital, c'est quasiment impossible de réussir en fait à suivre la demande et le besoin grandissant des chargeurs et la réglementation qui fait que se complexifier et puis le digital et puis Delta IO, etc. Donc, c'était un secteur qui est paru logique en fait en se mm, disant mm. c'est un bon momentum. Enfin, ça avait l'air nickel. Donc on y allait. Écoute, c'est hyper cohérent. Moi qui connais bien quand même le métier, moi j'ai travaillé au niveau transit avec des déclarants. Et au final, c'est un des métiers, là, les déclarants en douane, où il y a beaucoup de saisies malgré tout. Et si j'ai bien compris, vous, quand même, là, vraiment, le ROI, c'est moins de saisies et peut-être plus de contrôle ou plus de conseils. Et parce que quand on voit par exemple, je pense aux factures commerciales. Je pense qu'on met une facture commerciale, on prend, les infos sont directement intégrées dans un système. Moi, en tant que transitaire, il n'y avait pas forcément beaucoup de saisies. Donc, je pense que sur un volume, oui, ça peut être intéressant. Alors que le déclarant, il est quand même obligé à chaque fois de taper sa déclaration. Donc, moi, je trouve ça cohérent. Quel est le service pour lequel je peux amener le plus de productivité? Bah, en fait, c'est la douane. Et en plus, tu as raison, il y a toutes ces réglementations un peu qui évoluent rapidement. Peut-être que d'avoir des gens, je pense que chez vous, soit des spécialistes, soit une IA qui fait un tour, je sais pas, tu m'expliqueras comment ça se passe, mais ça permet aux déclarants d'être beaucoup plus productifs. Sinon, il faut qu'il fasse sa veille tout seul, il faut qu'il fasse sa saisie, il faut qu'il fasse sa validation. Donc, Ouais, c'est ok, donc le exactement. pivot, donc le pivot est intéressant. Donc là, clairement, à ce moment-là, Nabu se dit, OK, on va proposer ça à l'ensemble des entreprises, mais on va être focus quand même sur la partie douane. Exactement. Bah, alors, on propose même pas ça forcément à toutes les entreprises. Nous, on va vraiment cibler des entreprises qui ont des déclarants en interne, donc des entreprises qui ont un agrément. Alors, c'est très rare que ce soit des chargeurs, parce qu'il y a vraiment pas Mhm. beaucoup de chargeurs qui ont un agrément et leur service douane en interne. Donc, c'est principalement des transitaires et des RDE qu'on va cibler. Nous, en fait, l'objectif, c'est de dire aujourd'hui, quand vous avez des déclarants, quand vous voulez recruter des déclarants, etc., nous, on est capable, avec la même taille d'équipe que ce que vous avez aujourd'hui, d'augmenter la productivité, on va dire, entre 50% et x5 Oh, sur les premiers chiffres. Et OK. donc, le but, ça va vraiment être de dire, on va enlever toutes les tâches qui sont les plus redondantes. Donc, c'est généralement pas des tâches qui font marrer les déclarants. C'est des tâches d'opérateur de saisie. Donc, bah, forcément, il y a un peu la recopie de la facture. Donc, ça, c'est une partie OCR qui s'en occupe. On va avoir la compréhension du contenu des emails. Donc, ça, c'est une partie LLM, donc de l'algorithmie type ChatGPT qui va lire le contenu des emails. On va avoir une partie base de données où là, en fait, il va falloir faire de la fusion pour comprendre quelle information est déjà présente dans la déclaration, laquelle est-ce qu'on veut remplacer, laquelle est-ce qu'on veut compléter. Et en fait, on va prendre un peu toutes ces données avec lesquelles aujourd'hui le déclarant doit jongler, où il va avoir sa base douane parce que son client lui avait envoyé un fichier Excel avec les références et ses nomenclatures, qui doit croiser avec la facture et la packing, et en même temps il a sa base de données avec les détails des clients. Enfin, c'est infernal parfois. Mhm. Et le but, c'est vraiment de faire un petit assistant digital qui va venir en amont directement. Dès qu'il y a une demande de douane qui est faite, on récupère la data, on va générer un dossier et ensuite seulement on va dire au déclarant, bah maintenant tu peux faire vraiment le rôle d'expert que tu as, c'est-à-dire contrôle si la donnée te paraît bien. Est-ce que c'est la bonne valeur en douane qui est déclarée? Est-ce que c'est les bons droits et taxes qui vont être demandés? Est-ce que c'est les bonnes quantités, le bon poids? Enfin, est-ce que ça paraît cohérent ou non? Et on l'envoie à l'administration. Et c'est vraiment un rôle d'expert comptable. Il devrait signer, contrôler, signer les déclarations et communiquer avec l'administration. Ouais, écoute, moi, de toute façon, tu sais, ce qui est marrant, c'est que quel que soit le secteur, enfin, j'avais une discussion avec Clément dans la logistique, c'est toujours la même question qu'on se pose. Mince, les mecs, on se disent, mince, les machines vont nous remplacer, l'IA va nous remplacer. Je sais pas si tu as suivi mes posts LinkedIn ces dernières semaines, c'est presque toujours ciblé sur cette problématique. Et en fait, vous êtes tous les professionnels que je reçois, vous êtes tous d'accord. Ça vous remplace pas, en fait. Ça remplace les tâches chronophages et ça amène des tâches un peu plus intéressantes, du conseil, de la supervision de l'humain. J'ai l'impression de me répéter, mais en fait, on est vraiment dans cette phase-là. Alors peut-être que dans 30 ans, on sera 100% remplacé, je ne sais pas. Mais il semblerait qu'aujourd'hui, c'est vraiment du positif. L'IA amène cette partie, je m'occupe des tâches qui ne sont pas très intéressantes. Je mets des mots très simples pour résumer, mais je ne sais pas si tu es d'accord. Donc ça, c'est intéressant en tout cas. Je pense que ça, c'est une évolution du secteur, moi qui me plaît, parce que bah, venez, on devient vraiment des spécialistes. On va vraiment conseiller le client et on va pas s'embêter à taper des dizaines et des dizaines de lignes. C'est ça, c'est ça la plus-value. En plus, je rebondis, dernière chose, le ROI que tu annonces, il est incroyable. Tu m'as dit productivité entre x2 et x5.
C'est ça en moyenne, hein, et c'est pas nous qui les calculons, c'est les clients. Mais je suis totalement d'accord avec toi, c'est-à-dire il faut pas vraiment voir ça comme quelque chose qui va remplacer le travail. Je veux dire à l'époque de Cro-Magnon jusque peut-être au Moyen Âge, et encore non, peut-être avant, on creusait des trous avec les mains. Bah, le gars qui a inventé la pelle, il a pas pris leur job, il l'a simplement rendu beaucoup plus efficace. L'IA, c'est la pelle dans ce cas-là. C'est-à-dire si quelqu'un, sa seule spécificité, c'est de savoir creuser avec les mains, il a pas envie d'apprendre à utiliser une pelle, bon, potentiellement, c'est vrai que ça va peut-être remplacer son job. Mais pour tous les autres, c'est un outil qui rend leur job beaucoup plus confortable, qui rend le résultat beaucoup plus grand, qui rend la productivité bien plus énorme, qui permet d'être beaucoup plus carré, beaucoup plus constant. Et l'IA, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément d'intelligence derrière. La plupart des algorithmes type ChatGPT réfléchissent juste à quel est le meilleur mot qu'on va mettre après le dernier. Il n'y a pas d'intelligence derrière à proprement parler. Ça va prendre spécifiquement une décision importante. Ça reste l'humain, l'expert qui doit prendre une décision. Et pour lui permettre de rester concentré uniquement sur les décisions, il faut lui enlever toutes ces tâches à faible valeur ajoutée. Un déclarant en douane, il n'y a pas de valeur à aller recopier le tableau d'une facture. OK, non, mais franchement 100 aligné et c'est hyper intéressant de le rappeler. Ça peut peut-être aussi rassurer des personnes qui ont un peu, voilà, quelques doutes sur le futur. Je reviens juste sur l'IA, moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup creuser. En 2019, quand tu commences, l'IA est quand même beaucoup moins développée qu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'à l'époque, tu as déjà des possibilités pour faire des intégrations ou est-ce qu'à l'époque, c'est vraiment parce que peut-être que je me trompe, mais c'est vraiment le début de l'IA? Ça a été le début. Ça a été le début. J'ai un associé qui m'a rejoint à ce moment-là, Olivier, qui est docteur en statistique et machine learning. Et du coup, lui qui a vraiment commencé à mettre en place les premiers algorithmes d'apprentissage profond qu'on appelle du deep learning, donc qui sont vraiment des gros algos qui prenaient une éternité à entraîner encore en 2019. C'était un peu les savants fous, ne savaient jamais quel résultat t'allais avoir. Ça faisait parfois des trucs très impressionnants, tu comprenais jamais pourquoi, et du coup c'était vachement sympa. Mais c'est vrai que ça restait quand même souvent des choses qui étaient complexes à industrialiser, parce que c'était encore vraiment souvent au stade de prototype, c'était un peu de la recherche. On n'était pas au stade de recherche fondamentale, c'était quand même plus loin, mais c'est vrai que ça restait un truc de savant fou, quoi. Et là, bon, depuis 2022, fin 2022, sortie de ChatGPT, alors non, c'est complètement, il y en a partout, c'est hyper simple, on va sur Internet, on peut tous se créer un petit algo. Et ça, pour le coup, ça marche vraiment bien. Donc, ça simplifie énormément la tâche. C'est beaucoup plus puissant que ça ne l'était il y a encore 3 ans, 4 ans. Euh, donc non, ça va dans la bonne direction par rapport à ça, mais c'est sûr qu'au début, c'était folklorique. Ouais, j'imagine. Bon, en tout cas, vous étiez précurseur, comme quoi vous aviez vu le. Je pense que vous avez pris le bon chemin. Donc là, vous êtes encore. Donc, parce que j'ai bien retenu que tu m'as dit qu'il y avait eu deux pivots, hein. Donc là, on Exact. est dans le premier. Vous êtes sur la douane. OK, les RDE et donc les RDE, c'est donc les sociétés qui font essentiellement une activité de déclaration. Donc vous avancez, là, vous sortez la plateforme. Je sais pas si on peut dire que c'est une plateforme ou un SaaS. Je sais pas ce que tu Ouais, c'est préfères ça, comme. bon, c'est à peu près pareil, hein, mais ouais, c'est ça. Vous sortez la plateforme, vous la proposez au client. Il y a une version bêta. Comment ça avance alors ce Ouais, chef? exactement. Bah, du coup, l'année dernière, on a fait une période bêta qui était une bêta fermée, donc c'était une version qui n'était pas faite pour faire de la déclaration en conditions réelles. C'est-à-dire, il y avait déjà plein de fonctionnalités dessus. On l'avait amené à un point où certains RDE ont été d'accord de prendre du temps de leurs déclarants. Les déclarants, généralement, n'ont pas le temps. Enfin, tout le monde le sait, il y a bien trop de dossiers à faire souvent. Mais du coup, ils ont été d'accord, en fait, de prendre la plateforme chez eux. Et quand une déclaration était faite, bah, de temps en temps dans la journée, le déclarant allait la refaire sur Naboo, mais dans un objectif de nous donner des retours. C'est-à-dire de dire, bon, bah là, par exemple, j'ai un problème avec les poids parce que je peux pas aller les dispatcher entre les différentes lignes, etc. Enfin, c'est vrai que dans la douane, il y a vraiment une notion de théorie, il y a une notion de pratique aussi, beaucoup de choses que la douane accepte, parce que sinon ce serait assez infernal à faire autrement, mais qui en soi ne sont pas spécifiquement dites quand même dans la réglementation douanière. Et donc tout ça, c'est des choses à intégrer avec les retours des déclarants, et cetera. Et donc on a passé du temps jusqu'à l'été, à vraiment peaufiner ça jusqu'à vraiment pouvoir avoir une première entreprise qui dit: «Bon, bah, là, la plateforme est au niveau, moi je me vois bien l'utiliser en conditions réelles». Et puis, bah, depuis, on a continué à signer des entreprises, que ce soit en France, on a des premiers utilisateurs dans d'autres pays, on en a en Hollande, et donc là, on commence aussi à en avoir sur d'autres pays. L'objectif, de toute façon, à terme, c'est vraiment d'avoir un peu une plateforme centrale. On aimerait bien que la douane ait un peu la même tête partout, même si on sait très bien que derrière, c'est pas vraiment le cas, mais qu'on puisse avoir vraiment un système qui permette derrière d'aller générer de la déclaration, quel que soit le pays, et donc nous, qu'on se connecte avec un petit peu tous les logiciels qui existent.
et qu'on puisse être un assistant pour des entreprises, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, qu'elles aient des filiales un petit peu partout, au contraire qu'elles soient juste implantées dans plein de pays différents. C'est intéressant. Tu vois, je savais pas, je pensais pas que vous alliez sur l'international. Bah, j'imagine que le marché est énorme. Après, comme tu dis, c'est quoi? Parce que tu dis se connecter avec les systèmes. C'est-à-dire qu'en France, c'est une intégration avec Connex, Akanea, des choses comme ça. C'est des intégrations avec ces systèmes-là. C'est ça pour pouvoir faire les déclarations. C'est ça exactement, on sait bien aujourd'hui en fait que les déclarants, et alors ça dépend des pays, mais en France typiquement, les gens ne changent jamais de logiciel douanier ou en tout cas excessivement rarement. Mhm. Les déclarants apprennent leur logiciel quand ils sont à l'ISTELI ou à l'école. Pendant toute leur carrière, ils en utilisent qu'un. Quasiment si un RDE change de logiciel, c'est presque un refus enfin un motif de démission, en disant: «Bah attendez, moi je vais aller dans une boîte qui a le logiciel que j'aime bien, quoi». Donc on sait que l'objectif en fait pour nous n'est pas du tout de les faire changer. Mhm. L'objectif c'est plutôt de leur dire: «Vous connaissez très bien ce logiciel-là, bah, vous allez y passer la journée maintenant. On oublie Outlook, on oublie l'imprimante pour aller imprimer les documents d'accompagnement, on oublie Excel pour aller faire des tableaux croix dynamiques, pour les consolider les positions. Restez sur Connex, restez sur Akanea, restez sur Okiduty. Nous, en fait, on va nourrir votre logiciel avec des déclarations qui sont complètes, qui sont conformes, et vous allez vraiment être dans un rôle de contrôle euh, pour aller juste vous assurer si tout va bien, vous l'envoyez à l'administration. Mais le but n'est pas de remplacer ces logiciels, c'est plutôt d'être encore une fois l'assistant qui lui va aller se taper tout le travail de petite main, qui va aller récupérer dans les emails les pièces jointes, qui lui va aller récupérer toutes les données qu'il faut dans les bonnes bases de données un peu partout, qui va faire le dossier et qui va le présenter à son expert, à son N+1, qui est le déclarant, en lui disant bah voilà, j'ai fait mon dossier, si c'est bon pour toi, signe-le. Franchement, non, hyper, hyper intéressant. Et je trouve ça hyper malin d'avoir de se dire, OK, on va pas leur demander de changer de logiciel, on va plutôt amener notre logiciel en intégration ou en plus. Et en plus, c'est intéressant que tu me dises que tu travailles autant avec des anciens, des dinosaures comme Connex, et puis des nouveaux logiciels hyper performants comme Okiduty. Et je peux imaginer, moi qui connais un peu le logiciel, la performance, je comprends le ROI de 50% de productivité. Si tu as du Nabu qui t'intègre les données, puis tu as un Okiduty derrière qui accélère en mode vraiment nouvelle génération, ça peut vraiment être top. Donc j'aimerais bien. Il faudrait que je passe. J'ai deux, trois copains qui sont en RDE. Il faudrait que je passe. Vraiment, ça m'intéresserait de voir un peu concrètement ce que ça donne. Avec plaisir. Je te ferai un retour. Bon, ça marche. Donc je reviens sur le fil rouge. En tout cas, tu vois, on part sur différents débats, mais c'est voilà, IA, douane, voilà, c'est les sujets pour lesquels on est là. Donc là, ça y est, le logiciel fonctionne. Vous le proposez à des clients, vous l'avez co-construit avec des clients. Ça, c'est hyper intéressant parce que je pense que les retours utilisateurs vous ont permis vraiment de peaufiner les différentes fonctionnalités. Donc phase lancement, ça fonctionne. Comment vous avancez, tu recrutes? Dis-nous tout. Comment est-ce qu'on accélère à ce moment-là? Ouais, bah là, du coup, on est en plein dedans, hein, depuis la rentrée de septembre, on est en plein dedans. Donc, bah là, forcément, tu passes quand même dans une dimension qui est aussi différente. C'est-à-dire que la douane, par rapport à beaucoup d'autres secteurs, il y a parfois une notion un peu d'instantanéité. C'est-à-dire, si tu as quelque chose qui fonctionne pas sur la plateforme, tu vas te retrouver avec les clients qui t'appellent en disant: «J'ai un camion à la frontière avec mon client Mhm. qui me harcèle au téléphone». Donc, et c'est pas la même chose que dans beaucoup d'autres technos qu'on pourrait créer dans d'autres industries où bah, c'est cool, ça marche pas, c'est pas très grave. Je veux dire, là, il y a vraiment des dossiers parfois qui sont urgents avec un coût immédiat derrière. Euh, donc, on a dû rapidement mettre en place quand même beaucoup de choses sur le support, histoire d'être vraiment très efficace. Donc, bah, tu vois, typiquement, on a fait un petit chat en ligne. Là, maintenant, du coup, on a 100% de satisfaction, taux de réponse moyen en dessous de 2 minutes quand quelqu'un pose une question. Donc, au moins, en fait, on veut aussi ramener ce côté un petit peu instantané que beaucoup de bonnes startups d'ailleurs arrivent très bien à faire. Nous, on veut vraiment copier exactement ça en disant quand vous avez une question, on vous répond immédiatement et on est là vraiment pour régler le problème. Je pense que un des problèmes aussi en fait d'adoption de la technologie dans ces industries, c'est que par rapport à quand on fait quelque chose à la main, bah, si je fais un truc à la main, je peux toujours aller demander, j'ai juste à me retourner et à demander au bureau derrière mon problème, je sais comment il avance, etc. Dans la technologie, on peut avoir l'impression que c'est une boîte noire. Et résultat, s'il y a un problème et qu'il faut juste envoyer un mail, passer un coup de téléphone, on ne sait pas si quelqu'un décroche et tout, ça peut être un peu compliqué. Par contre, si on sait qu'il y a quelqu'un derrière, si on sait qu'on est tenu au courant, si on sait que c'est toujours rapide, en tout cas au moins la communication, je pense que beaucoup sont prêts à plus en tout cas accepter le fait d'automatiser ou de technologiser, on va dire, certaines tâches, tant qu'ils savent qu'ils vont pas être dépendants d'une boîte où le support va être variable. Ouais, Donc c'est surtout là-dessus qu'on a beaucoup travaillé ces derniers mois. Et après, évidemment, on a énormément travaillé sur la nouvelle version. On a alors c'est pas vraiment une nouvelle version, on va dire c'est un pack avec beaucoup d'évolutions qui sort le mois prochain.
Et forcément, là, on voit qu'on a de très bons taux de productivité, les gens sont contents, donc ça, c'est bien. Mais forcément, il y a pas tout encore. C'est qu'une première version de la plateforme, il manque encore plein de choses qu'on a envie d'y ajouter. Et donc on écoute, on regarde un petit peu quelles sont les choses que les gens remontent le plus, qu'est-ce qui est vraiment commun entre tous les clients, en termes d'envie, en termes de besoins. Et du coup, ça, c'est ce qu'on sort là maintenant. On a des grosses fonctionnalités qui vont sortir. Donc on va au fur et à mesure itérer jusqu'à créer, le petit assistant déclarant virtuel partout. Ok. Bon, je sais pas si tu as quelques exclus à nous donner sur les petites fonctionnalités ou si tu veux les garder secrets, mais en tout cas, on prend. Je reviens juste sur quelque chose que tu as dit qui est intéressant. C'est que même si vous êtes une boîte tech, bah, en fait, le service client, c'est ça, hein, répondre rapidement aux clients, c'est hyper important. Et on pourrait penser que c'est pas le cas. On pourrait dire, bon, bah, ça y est, ils ont mis leur algorithme, ils sont tranquilles. Et je pense que tu as raison. Ça rassure les clients de savoir, OK, s'il y a un souci, et même aussi minime soit-il, les équipes nous répondent. Et parce qu'on maîtrise pas, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas, tu vois. Et c'est vrai que pour ceux qui connaissent un peu moins bien, un problème en douane, bah, ça peut avoir des grosses conséquences. C'est du fret qui part pas, c'est des amendes, c'est des choses comme ça. Je te donne un exemple sur Cargo Family. Si tu as une offre d'emploi, alors on a 150 offres d'emploi, il y en a 200 là qui vont, j'ai 50 offres qui arrivent, donc on en aura plus de 200 à la fin du mois. Il y a un peu moins d'impact si l'offre d'emploi sort demain parce qu'il y a un petit souci que si un colis ne part pas. Donc c'est là qu'on voit que tu as compris les enjeux du métier. On n'a pas le droit à l'erreur en fait dans la douane. Faut que ça parte, faut que ça passe vite. Et donc tu as mis un service client dédié si j'ai bien compris. Donc ça c'est cool. Oui, exactement. Je pense, en fait, on a remarqué ça assez rapidement que c'est quelque chose d'important. Et en fait, je comprends, c'est ce que je disais, je comprends vraiment pourquoi les gens le font à la main, parce que du coup, tu es en maîtrise totale. C'est vrai que si tu es dépendant d'un logiciel, tu comptes beaucoup sur l'efficacité de ce logiciel à faire le travail, ou en tout cas sur l'efficacité de son équipe à régler les problèmes quand il y en a. Mhm. Euh, donc, on en a fait un peu le fer de lance de se dire, le support, ça doit être le meilleur. Le support, ça doit être le plus rapide, ça doit être le plus sympa, ça doit être celui qui est le plus à l'écoute, qui règle les problèmes le plus vite. À partir du moment où on fait ça, on va dire c'est plus difficilement justifiable pour une entreprise de dire je vais pas automatiser. Ouais, ouais, non, non, c'est hyper clair. Je reviens juste sur la partie internationale. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on a un système qui est fait quand même à la base, je pense, basé sur la douane française? Comment est-ce que je vais, je sais pas, tu m'as dit que tu travailles avec quel pays, par exemple? Je crois que c'est Hollande. la Hollande. Est-ce que c'est les mêmes types de logiciels? Est-ce que tu as une équipe dédiée qui va les prospecter? Comment est-ce qu'on va chercher un marché à l'international dans ce type de secteur? Alors non, c'est pas les mêmes types de logiciels. Rares sont les logiciels qui traversent les pays. Il y en a quelques-uns qui vont être présents, mais il n'y a pas vraiment de logiciel global. À la limite, à part CargoWise, c'est vrai qu'il y a peu de logiciels qui se touchent vraiment tous les pays. Donc non, typiquement en Hollande, c'est d'autres logiciels avec lesquels on a fait une intégration. Ok. Et là-bas, en fait, nous, on essaie de toute façon surtout de passer par nos propres clients. C'est-à-dire, on va regarder des clients qui ont des implantations dans d'autres pays. Et puis, on va dire, bah, si ça fonctionne bien en France, on pourrait regarder pour le mettre en place dans d'autres pays. Ce qui nous permet de commencer un peu à essaimer en fait, à d'autres endroits. Forcément, il y a quelques aspects réglementaires qui vont différer un petit peu. La base est la même, hein. Je veux dire, quand on fait une déclaration import ou export en France, c'est des documents qui viennent ou qui vont aller en Chine, en Argentine, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, c'est ça. Enfin, c'est un peu partout, quoi. Mhm. Donc la base est quand même toujours sensiblement la même. La douane veut savoir qui a acheté quoi à qui et combien ça vaut et combien je te taxe. Si on grossit un peu le trait, c'est ça. Mhm. Donc c'est simplement la réglementation. Il va y avoir quelques notions qui vont changer et du coup, nous, on a vraiment intégré quelque chose dans la plateforme qui nous permet rapidement de pouvoir intégrer des règles de contrôle propres à un pays. Et donc dans ce cas-là, bah, on sait quand un utilisateur, si son compte il est sélectionné sur la Hollande, hein, les Pays-Bas, dans ce cas-là, les règles de contrôle qui vont s'appliquer et les champs qui seront disponibles pour lui sont ceux qui sont propres à son pays, voire à son logiciel même. Et on fait beaucoup de développement en tout cas là-dessus pour être capable de répondre rapidement à ces notions de connexion, d'intégration et de changement d'un pays à l'autre. Ah, mais j'imagine, c'est vrai que la base semble être la même, et j'imagine aussi le secteur de clients potentiels, si c'est déjà toute l'Europe, ça fait effectivement pas mal de clients potentiels pour la solution. Donc voilà, je vous souhaite belle réussite en tout cas à l'international. Sur le marché français, je sais que ça y est, voilà, Nabi, on vous connaît, on sait que le système fonctionne bien. Je crois que vous faites aussi des salons, j'en profite. J'avais croisé, donc, comme je disais, tes équipes, c'est comme ça d'ailleurs qu'on est rentré en contact. J'avais croisé ton équipe sur place et j'avais été un peu, voilà, pas impressionné, mais il y avait quelque chose de très sympa. Ils avaient une espèce un gros carton
avec plein de documents dedans. Et en fait, c'était hyper explicite. Et ça, je crois que le slogan, c'était avec Nabu, fini les documentations, enfin, digitalisez tous vos documents. C'était, bon, désolé si je me trompe sur le slogan. Et j'aimais bien, en fait, ça attirait l'œil et ça parlait tout de suite. Donc, je pense que depuis, ça a évolué, mais je trouvais ça sympa. Donc voilà, petit clin d'œil aux gens que j'ai croisés sur le salon. Vous y On, êtes cette année au SITL? Je sais pas, on- on on y verra. on y sera. Mais ouais, on l'a pas gardé le carton, mais c'était fini la paperasse. Et il y avait le petit jeu où il fallait essayer de Ok, deviner combien de feuilles de papier on pouvait faire tenir dans le carton. c'est ça. C'est ça. Donc, ok, donc rendez-vous pour ceux qui y sont au SITL. Je crois que c'est début mars cette année. Donc, vous aurez un stand. Bah, écoute, moi, je passerai en tout cas et on aura le plaisir de se voir. Bah, écoute, pour finir, moi, c'est hyper clair, la solution Nabu. Au niveau de l'équipe aujourd'hui, tu peux nous donner, voilà, vous êtes combien? Quelle est l'évolution que tu espères d'ici 1 ou 2 ans? Voilà, au niveau équipe, management, est-ce que c'est toi qui manages? Est-ce que tu as passé la main peut-être à un N-1? Comment ça se passe au niveau management? Non, pas du tout. En fait, l'équipe est vraiment divisée en deux. C'est-à-dire, on a une partie qui va regrouper la tech. Donc là, c'est le troisième associé qui s'appelle Richard, qui lui s'occupe de toute la partie tech et produit. Et tout le reste qui est sur la partie marketing, sales, douane, celle-ci est chez moi. Et donc bah, là, aujourd'hui, on est 7 personnes dans l'équipe. Entre Strasbourg et Paris, on a à peu près la moitié de l'équipe à un endroit et la moitié de l'équipe dans l'autre. Ok, bon, Alors ouais. après, on travaille beaucoup avec des gens en externe, donc en fait, c'est 7 personnes qui sont en direct dans l'entreprise. Et en fonction des métiers, par contre, on a beaucoup de gens avec lesquels on travaille à l'extérieur. Donc disons que virtuellement, l'équipe est plus grande. Mais nous, par contre, on est chez les nabeurs, on est 7 personnes. Ouais, c'est pas mal. Je suis aussi, moi, tu sais, c'est pareil sur Cargo Family. Je travaille pas mal avec des externes qui sont presque dédiés. Moi, j'avais un dev, donc un développeur qui a créé la plateforme. Franchement, pendant 6 mois, il a presque bossé que pour moi. Donc, c'est vrai qu'ils sont pas dans les effectifs, ils sont pas en CDI. Mais en général, une boîte de 7 personnes, tu as au moins allez, entre 12 15 personnes qui vivent autour parce qu'il y a du marketing, il y a sûrement de la com, du design, des choses comme ça. Donc, non, Ouais, ça. bah, on a des freelances qui sont dédiés, qui sont à plein temps chez nous aussi, mais du coup, qui sont pas sous contrat. C'est juste des contrats à plein temps, quoi. Non, mais c'est ça qui est bien aussi, tu sais, dans ces créations d'entreprise, c'est qu'en fait, tu fais vivre pas mal de monde. On parle souvent d'Airbus qui fait vivre plus de sous-traitants, tu sais, que de gens en propre, en fait. Donc, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais je pense qu'on voilà, on fait tourner l'écosystème et c'est plaisant. Ça permet à plein de gens de se lancer aussi, donc ça, c'est cool. Bah, écoute, moi, Arnaud, j'étais ravi de découvrir un peu l'activité de Nabu. On va vous suivre de près, bah, je pense, sur LinkedIn, dans les salons. L'interview, en tout cas, sera sur Cargo Family, la plateforme. Ça sera aussi sur la chaîne YouTube. Et puis, j'espère peut-être que tu passeras nous voir je sais que là, on est sur Roissy, mais tu seras le bienvenu pour nous raconter d'ici quelques années ou même quelques mois l'évolution. Eh ben, écoute, merci pour l'invite. Moi, j'étais ravi de pouvoir parler de la douane. C'est toujours un plaisir. Je t'ai dit que c'était devenu une vraie passion avant. Et C'est vrai. tu te demandais avant si on avait quelques exclus sur les features. Justement, pas encore. On Ok. préfère les garder dans les cartons, mais ce sera l'occasion de faire un autre podcast quand on Mhm. sortira la nouvelle version de la plateforme. Ça marche. Mais franchement, vous êtes trop de passionnés en douane. Je comprends. C'est un métier, vraiment. Moi, quand je commençais il y a 20 ans, qui était vraiment pas connu, et je suis ravi. Vous êtes peut-être même trop de passionnés maintenant. Il faut que je trouve, faut que je remonte d'autres secteurs. Non, non, mais vraiment, en fait, c'est hyper plaisant. Et petite parenthèse, c'est vrai qu'au début, on a dit que les douaniers étaient des experts comptables. C'était juste pour expliquer aux gens qui connaissent un peu moins le métier qu'il y avait une grosse partie de saisie. Mais voilà, les déclarants en douane, on vous adore, ok? Toujours. Bon, allez, salut Arnaud, à bientôt. Merci Mathieu, salut. Ciao, ciao.